retour dans notre émission avec notre invité que vous aimeriez avoir comme ami, je suis sûr, c'est Francis Ngannou, boxeur qui pratique le MMA. Vous allez voir quelques images tout à l'heure, vous allez voir. Et je suis sûr que vous allez nous appeler après à Africa 24 pour prendre ses contacts. Nous avons également avec nous Saïd Hafizi. Saïd, bonsoir. Et puis, bien entendu, Joël Montlouis. Pour le changement d'entraîneur du côté de l'Algérie, est-ce que vous pensez que cette sélection aura un avenir certain? Vous n'hésitez pas, vous allez toujours sur nos réseaux sociaux et puis l'hashtag Africa24. Après ce jingle, nous allons parler, tiens, des arbitres camerounais qui sont ou pas corrompus. On va le savoir. Réponse après ce jingle. Voilà, c'est une affaire de corruption qui secoue le football camerounais. Près d'une vingtaine d'arbitres officiants pour les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 ont été suspendus à titre conservatoire jusqu'à nouvel ordre par la Ligue de football professionnel du Cameroun. Marcel Farba Maroun pour nous donner les précisions. L'instance dirigeante du football local camerounais a pris les choses en main après la rencontre de la 8e journée de Ligue 1 opposant le Canon de Yaoundé à l'Union sportive de Douala qui se jouait à Yaoundé. Un but et un pénalty avaient injustement été refusés à l'équipe visiteuse selon la Ligue de football professionnel du Cameroun, provoquant la colère des supporters. Les arbitres ont même dû être escortés par les forces de l'ordre afin d'éviter les débordements. On apprécie le fait que de plus en plus de chaînes de télévision au Cameroun s'intéressent au championnat, ce qui fait que le match, par exemple, de dimanche dernier a été entaché de cette irrégularité qui a privé Union de Douala d'un point, était retransmis en direct sur 2 chaînes de télévision. Ça, c'est déjà quelque chose. À la moindre erreur, c'est tout le Cameroun ou c'est le monde entier qui est alerté sur l'erreur d'arbitrage. Cette sanction n'est pas la première en son genre au Cameroun. En début de la saison en cours, la Ligue de football professionnel avait également sanctionné 8 arbitres pour les mêmes raisons. Et avant de retrouver le plateau avec Saïd Hafizi et Joël Montlouis, nous allons jeter un coup d'œil sur le championnat du Cameroun avec le classement. Stade Renard est en tête avec 23 points devant UMS de Loum, 3e Edding Sport. Bambotos est à la 4e place, Dragon de Yaoundé 5e et Racine est 16e, 17e New Star et Lyon blessé. Et toujours bon dernier, lui, Lyon blessé qui souffre encore donc, dans ce championnat. Et puis, sachez qu'il y aura 2 matchs ce lundi 24 avec notamment New Star contre Sport et Edding Sport contre Dragon de Yaoundé. Alors, Joël et Saïd, Joël, ces arbitres suspendus dans un pays qui vient de remporter justement la CAN du côté du Gabon. Que pensez-vous de cette affaire, de cette histoire? Les dirigeants camerounais ne sont pas assez vigilants, selon vous? La problématique des matchs truqués est une problématique qui est mondiale déjà. La première chose, pour essayer un petit peu de dédouaner les dirigeants camerounais, ce ne sont pas les seuls et c'est effectivement une problématique qui est particulièrement importante, qui est très grave parce qu'au niveau de la FIFA, ces types de problématiques, il y a une tolérance zéro. Parce qu'on considère que ce type d'agissement rejaillisse, on va dire, sur la crédibilité et l'intégrité du football dans son entier. Donc ça, effectivement, tout le monde va s'y pencher, les instances camerounaises en premier, et effectivement, la FIFA va jeter un œil. De toutes les manières, les instances camerounaises ont l'obligation ensuite de donner un certain nombre d'éléments complémentaires à la FIFA pour ce type d'événements qui sont considérés comme particulièrement graves. Alors, qu'est-ce que le Cameroun risque, justement ? Les arbitres risquent d'être suspendus si jamais ces contrôles s'avèrent... peut-être pas positif, mais il y a une histoire de corruption. La corruption s'avère vraie. Mais qu'est-ce que le Cameroun aussi risque? La fédération, Joël Saïd. Donc, déjà, premièrement, c'est la fédération qui a décidé de suspendre les arbitres en question, sur lesquels il y avait un soupçon, donc, un doute. Donc la fédération, elle, se protège. Donc la fédération, elle, il faut le saluer, elle a fait son travail. Je rejoins Joël, c'est une problématique qui est mondiale, elle concerne tous les continents. Et partout, on entend ces histoires, notamment dans les divisions inférieures, de matchs truqués, notamment avec l'apparition des paris en ligne, qui influent grandement, parce qu'il y a la mafia, on sait maintenant, qui s'empare
part de ce phénomène-là de paris en ligne. Donc, depuis qu'il y a ce système de paris en ligne, il y a de plus en plus de cas de fraude et de triche, notamment liés à l'arbitrage. Après, malheureusement aussi, il faut le dire, sur le continent, on a des pays qui sont plus touchés que d'autres. C'est le cas notamment du Cameroun, c'est le cas aussi du Togo. Le Togo, pareil, a suspendu, il y a des arbitres qui ont été suspendus très récemment. C'était la semaine dernière par rapport à, pareil, des soupçons de corruption. Donc c'est quelque chose, c'est une gangrène du football parce que ça influe les résultats. Là, le très beau reportage qu'on vient de voir, on voit très bien que Yaoundé s'est fait voler. Il y a pénalty flagrant, tout le stade le voit. Que fait l'arbitre? Il siffle le coup franc en faveur de Douala. Donc ça, c'est... Quand on peut forcément, quand l'arbitre est à 2 mètres de l'action, se poser un certain nombre de questions concernant sa bonne foi. Oui, avant de passer à la boxe, Jorel, c'est une pratique courante. Maintenant, on parie beaucoup sur le continent, comme ça il l'a dit. Beaucoup de paris en ligne. Donc ça incite justement à vouloir peut-être gagner un peu d'argent. Mais bon. C'est effectivement la grosse difficulté. En plus, on le disait dans le reportage, il s'agit de matchs en direct. Donc effectivement, dans le même temps, on a toutes les problématiques de paris en ligne. Et évidemment, derrière les paris en ligne, il y a les problématiques de gros sous. Et dans ce genre de cas, c'est tel ou tel truqueur de match qui a réussi ou qui aurait réussi. Parce qu'effectivement, là, pour l'instant, ils sont juste suspendus à titre provisoire en attendant une sanction définitive. Donc si les faits sont avérés, effectivement, on va très certainement avoir un payeur qui aura demandé à l'arbitre de voir à moitié ou en tout cas d'arranger les choses pour arriver à un match qui serait en faveur de telle ou telle équipe. Mais effectivement, c'est une problématique généralisée et la FIFA va tellement loin dans les sanctions, c'est-à-dire qu'elle permet d'étendre la sanction au niveau mondial. C'est-à-dire quelqu'un qui serait interdit d'entraîner ou d'arbitrer sur son territoire, la FIFA accorde la possibilité, donc ça c'est l'article 136 du code disciplinaire, d'étendre la sanction au niveau mondial, ce qui fait qu'il n'a plus la possibilité d'arbitrer, quelle que soit effectivement la confédération ou l'association qui souhaiterait l'embaucher par la suite. Je trouve que c'est vraiment juste parce que c'est les deux problèmes qu'on a sur le continent, c'est un problème d'infrastructure et d'arbitrage. C'est les deux axes principaux sur lesquels doit travailler le nouveau président de la CAF. Voilà. Vous aimez la boxe, Saïd et Jorel? Oui, Jorel, vous n'avez pas répondu. Moi, je suis resté à l'époque de Mike Tyson. Donc... Alors, nous allons découvrir un sacré monsieur. Nous allons faire une parenthèse dans cette émission de football avec Francis Ganou. Pourquoi je dis Ganois? C'est Ganou. Ouais. Oui. Oui, Nganou, il paraît qu'on ne prononce pas le N, mais il faut le prononcer quand même. Ouais. Bon, ok. Francis, c'est un document que l'équipe nous a fait parvenir, nos confrères de l'équipe. Et lorsqu'on vous a vu, on a dit, tiens, c'est un enfant quand même du Cameroun. Africa 24, c'est une chaîne africaine. Et c'était notre devoir, justement, de vous accueillir sur notre plateau. Alors, donc, nous avons sélectionné un certain nombre d'images. Qui êtes-vous exactement, Francis? Dites-nous d'abord, avant de voir les images. Francis Nganou, c'est un natif de Batié. C'est une ville dans l'ouest du Cameroun, dans la région de l'ouest. Voilà, je suis né là-bas, j'ai un peu grandi là-bas. J'ai vécu dans quelques villes aussi, comme Douala, Yaoundé, Boya. Mais bon, rien de plus. Oui. Et après, je suis venu en France, juste dans le but de poursuivre mon chemin, suivre mon rêve, qui était la bourse. Et c'est là où j'ai découvert le MMA il y a à peine 4 ans. Oui, tout à fait. Donc, c'est plusieurs disciplines, justement, de combat. Alors, premières images que nous avons sélectionnées pour vous. Regardez, que vous rappellent ces premières images. Vous avez votre téléviseur de contrôle juste devant vous. Regardez. Et vous allez nous commenter en même temps. Ben là, on est sur une phase de préparation de combat. Ça, par exemple, c'est la fin d'un combat où j'avais gagné par KO. Et là, on est dans mon village, on est à Batié, je me balade. Et ça, c'est à peu près la vie à Paris, quoi. Oui, oui. Donc, lorsque vous êtes là-bas, c'est toujours beaucoup d'émotions? Oui. Très grande émotion, en fait, parce que c'est quelque chose qui au départ était difficile d'y croire. J'y ai cru et beaucoup n'ont pas cru en ça, mais il faut aussi comprendre qu'ils avaient raison de ne pas croire, c'était très osé. Et je me suis permis de croire en ça.
Et quelques années plus tard, je pense que les résultats m'ont donné raison parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens aussi sur le chemin qui m'ont aidé, qui m'ont orienté, particulièrement en parlant de Didier Camon, Fernand Lopez, tout cela. On va en parler tout à l'heure, mais d'autres images qui illustrent l'endroit où vous avez grandi. Regardez, justement, et expliquez-nous tout. Nous allons voir ces images. Donc, voilà. Si vous avez grandi, ouais, là, vous reconnaissez? Nous sommes à Batier, ça c'est l'école primaire dont j'ai passé une année, vu que j'ai fait toute mon école primaire dans 5 établissements déjà, à cause du divorce de mes parents, alors du coup on n'avait pas cette stabilité. Ouais, et là je rentre, je regarde un peu, c'est émouvant quand même. Oui, c'est émouvant. Il paraît que vous étiez très très intelligent, vous avez voulu devenir architecte. Ouais. Mais vous avez été empêché, manque de moyens. Dites-nous 2 mots avant de voir d'autres images tout à l'heure. Oui, quand je suis arrivé au collège, je faisais la technique et du coup, en ce qui concernait l'architecture du bâtiment, je comprenais très bien, j'avais une très bonne maîtrise là-dessus et je crois que j'ai eu une passion pour ça. Et faute de moyens, je n'ai pas pu continuer mes études. Alors j'ai été obligé d'abandonner le projet, le rêve. Oui, alors d'autres images de l'équipe, de ce documentaire de l'équipe, super bien fait. Nous apprenons que vous avez échappé à la vie dure du travail et surtout dans une carrière pour extraire du sable à Batier précisément. Regardez ces images. Vous auriez pu travailler encore là-bas. Regardez. Travail très dur surtout. Dès que dans quelques secondes on aura ces images, justement, voilà. Dites-nous tout. Oui, au fait, justement, j'aurais pu être encore là-bas en train de travailler si je n'avais pas eu de rêve. La preuve, j'en ai encore plein d'amis qui sont restés là, qui n'ont pas été ambitieux, qui n'ont pas eu de rêve, qui les a poussés. Parce que quand on est dans cette partie du monde et qu'on n'a pas des gens pour nous aider, qu'on n'a pas peut-être une famille pour nous envoyer à l'école, pour nous aider pour les études, l'espoir disparaît au fait. Et beaucoup se résignent à ce qu'ils ont sur la main, ce n'est que ça, suivre. Oui, d'autres images. Vous avez choisi ce noble-art, c'est-à-dire MMA, Mixed Martial Arts, sport regroupant, je vous l'ai dit, plusieurs disciplines de combat. Vous avez déjà souffert dans votre carrière? Tiens, nous allons voir les images en même temps. Beaucoup souffert, sur le ring surtout, hein? Généralement, dans le ring, c'est un combat. Et quel qu'en soit le cas, il y a le stress, mais pas la souffrance. On va pas aller jusqu'à dire que souffrance, parce que je pense que souffrance est un mot un peu exagéré, parce que on entre dans la cage, pas choix. Voilà. Et c'est pas pour la souffrance. On entre parce qu'on a un objectif, on doit se battre pour un but. Et parfois, ça paraît difficile, mais ça fait partie du jeu et on l'a accepté. Après l'émission, vous allez marcher sur Saïd, comme on a vu sur les images. On regarde les images de vos entraînements, justement. Et Saïd va s'exercer avec vous après. On regarde les images de vos entraînements, précisément. Donc, très, très dur ce sport. Nous allons voir les images dès que vous pouvez. Si nous n'avons pas les images, nous allons enchaîner parce qu'il faut... Voilà, les images. Voilà. Oui, ça c'était mon premier combat à l'UFC, c'était aux États-Unis. Vous l'avez mis KO, hein? Oui, c'était pas KO. Ouais. Et ça, c'est la préparation. On était à une semaine d'un autre combat, on était déjà aux États-Unis, donc je m'adaptais un peu. Ouais. Fernand Lopez, c'était qui exactement? Fernand c'est qui? Déjà, c'est mon entraîneur et c'est l'une des personnes qui m'a poussé à pratiquer le MMA, parce qu'au départ, quand on m'a parlé du MMA, la première personne qui m'a parlé du MMA, c'était Didier Camon, qui était mon ami, sur lequel je suis tombé au début et qui m'avait beaucoup aidé dans mon intégration. Après, j'ai rencontré Fernand Lopez, qui m'a aussi poussé dans la même voie que Didier Camon il le faisait, et il m'a suivi il a cru en moi, en fait. Il a cru qu'on pouvait faire quelque chose sur le côté du MMA. Même si au départ, je ne croyais pas, je me suis mis quand même par curiosité. Oui, et puis il y a aussi Sa Majesté Tchounankam et puis le maire de Batier que nous allons tout de suite écouter. D'abord, M. Lopez, c'est parti. Rapidement, j'ai compris qu'il y avait une précarité dans sa vie.
j'ai réagi comme je réagis d'habitude et je lui ai donné un sac de vêtements avec des équipements, avec des trucs et je lui ai dit qu'il avait full access sur ce qu'il voulait faire dans la salle. Je l'ai poussé à faire une séance. J'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose de différent. Son retour au pays nous galvanise encore beaucoup plus parce qu'après tout ce sacre, tout ce qu'il a eu, il a pensé encore à son village. Vraiment, ça nous honore et ça fait en sorte que c'est un monsieur qui aime bien sa culture, qui aime bien sa tradition. Ça fait un plaisir immense, n'est-ce pas, que nous le sentons en nous-mêmes. Parce que Batié rayonne, n'est-ce pas, partout dans le monde, c'était un grand plaisir pour nous. C'est effectivement vraiment le fils prodigue. Vous êtes quelqu'un qui a réussi dans la vie, aussi parmi beaucoup de jeunes, non? Vous êtes ému de voir toutes ces images aussi en même temps? Oui, du maire, je suis de la majesté. Il mérite beaucoup de respect, il est très respecté, plus respecté que le maire. Lui, il est du côté traditionnel, c'est le chef traditionnel. Et du village. Le maire, il est un peu d'ordre administratif parce que c'est celui qui contrôle toutes les activités administratives du village. Et justement, en parlant de ces images, je suis très ému dès que, non seulement pas quand il me parle, mais quand je rentre au pays et que je vois mes amis, que je vois tout mon pays qui est content de ce que j'ai fait, ça me donne davantage de force, ça m'encourage. Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, c'était très difficile, il n'y avait personne qui soutenait ma cause. Parce que pour eux, c'était une cause qui était perdue d'avance. Aujourd'hui, ils sont tous liés à cette cause et font tout ce qu'ils peuvent pour me pousser vers l'avant. M'encouragent, me motivent et pour moi, c'est un grand plaisir. Et comme vous avez dû entendre dire au chef du village et monsieur le maire, que moi également, ça me fait plaisir de représenter mon village et je compte en faire beaucoup de choses pour ce village. C'est une protection que vous avez dans le cou? Non, c'est juste une chaîne. Vous pourriez nous la montrer? Oui. Ouais. Votre maman représente beaucoup pour vous ou pas? Oui, énormément. Si vous voulez, après le divorce de mes parents, à l'âge de 6 ans, c'est elle qui a... Bon, elle a dû passer peut-être 2 années ou 3 ans au tribunal et on était un peu repartis de gauche à droite et après elle est venue vivre avec nous. Et elle a carrément sacrifié sa vie pour nous. Je me rappelle encore les conditions, les conditions auxquelles elle avait accepté juste pour vivre avec nous, pour se sacrifier pour nous, c'était énorme. Et j'espérais qu'un jour, je lui rende l'appareil. Vous êtes combien d'enfants? Nous sommes 5. 5 enfants? Oui. Écoutez ce que votre mère dit de vous. Écoutez bien. Même pendant la grossesse, il était toujours agité dans le ventre, si bien que je ne parvenais même pas à dormir. Mais pour bagarrer, non. Il ne bagarrait jamais. Saïd et Joël, que pensez-vous de ce personnage? C'est un homme généreux et haut en couleur et je pense qu'il faudrait penser à organiser un match contre José pour nous montrer un petit peu quelques techniques de MMA. Saïd. C'est plutôt un stage, pas un match. C'est un petit mot rapide avant de laisser le mot de la Pour ceux qui connaissent un peu le MMA, c'est le sport quasiment le plus complet de sport de combat parce qu'il regroupe le sol, ça veut dire les techniques de jiu-jitsu brésilien avec des clés de bras, etc. Le travail à distance, donc il faut vraiment être complet dans toutes les disciplines, sinon vous ne tenez pas la route. Donc vraiment, c'est un sport de courageux et de vaillant. Et un petit mot, il faut savoir que ce sport-là, je pensais qu'elle allait en parler, il n'est pas reconnu en France encore. La France ne reconnaît pas ce sport alors qu'il est reconnu dans beaucoup de pays dans le monde et c'est pas normal. Presque tous les pays. Tous les pays du monde et la France ne le reconnaît pas parce que ça ferait de l'ombre au sport de combat que la France aime comme le judo, etc. et ça leur ferait un peu d'ombre. Donc là-dessus, c'est pas du tout normal que ça soit pas reconnu. Voilà, un dernier mot de conclusion avant de mettre un terme à cette deuxième partie d'émission, Francis.
Le dernier mot, ce serait également de remercier tous ceux qui me soutiennent dans ça, tous mes proches, en pensant particulièrement à mes entraîneurs qui sont Fernand Lopez et Christian Pombo, à toute mon équipe qui est matin autour, et à ma famille au Cameroun et à tous mes fans en France, au Cameroun et partout dans le monde. Ouais, vous soulevez le poids en permanence, la fonte? Non. Non, même pas. Encore. Oui, parce que je voulais essayer pour avoir les mêmes épaules, mais tant pis. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième et la fin. Nous allons revenir au football et puis en fin d'émission, nous allons conclure avec Francis. À tout à l'heure.